Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence et début mai. Et je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée. C'est quoi un potager sol vivant? Effectivement, je me pose plus la question, moi, parce que c'est naturel, j'ai envie de dire. Mais pour d'autres, oui, ça peut ne pas l'être, effectivement. Puis il y a plein d'exemples de potagers qui sont, qui sont conçus, qu'on fait fonctionner différemment, quoi. Donc c'est vrai que potager sol vivant, ça a peut-être besoin de quelques mots d'explication. On va essayer d'être simple et de dire que le sol vivant, c'est à la fois le sol en surface, le sol en sous-sol, donc c'est pas seulement une seule frange du sol, puis c'est même le sol au-dessus de la surface. Voilà, parce que pour faire vivre un sol, il faut à la fois de l'air, de l'eau et du Perrier, non, de l'air, de l'eau et puis une circulation des éléments et des êtres vivants dessus, dessous et ainsi de suite. Donc il faut arriver à concevoir que le sol est un être vivant. Voilà. Donc un être vivant qu'on va pas détruire, première chose, qu'on va entretenir, deuxième chose, et qu'on va nourrir, troisième chose. Voilà. Vous le détruisez pas, vous l'entretenez et vous le nourrissez. Et, si possible, vous l'améliorez. Ça, c'est un peu le Graal. Hein. Donc, déjà, pour ne pas le détruire, un sol vivant, c'est simple. Enfin, c'est simple, non. Parce que tout le monde ne fait pas pareil. Mais déjà, vous n'utilisez pas de pesticides. Bon, ça, j'allais dire que c'est connu et reconnu. Hein. On va pas tourner autour du pot. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Enfin, la majorité des gens qui font des potagers sont d'accord, même s'il y en a encore qui utilisent, ma foi, des pesticides. Hein. Soit pour enlever les soi-disant mauvaises herbes, soit pour tuer les bestioles, etc. Même si là-dessus, il y a des degrés de dangerosité différents. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, sinon ça ne sort pas. Donc, pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'apport, on va dire, artificiel, même si les apports naturels peuvent être nocifs pour le potager. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut faire attention. Même de l'engrais peut être nocif pour le potager. Vous mettez du fumier de poule, ça peut vous tuer vos plantes, hein, direct. Hein. Voilà. Donc, il faut avoir une vision globale des choses et pas se dire que ce qui est chimique c'est mauvais, que ce qui est naturel c'est bon. Hein. Attention. Donc, mais disons, voilà, pas de pesticides, c'est sûr que c'est bon pour personne, ni pour l'homme, ni pour la nature. Donc, ça c'est la première chose. Mais également, on ne le tue pas donc avec des produits chimiques ou des pesticides, mais on ne le tue pas non plus, comment dire, en mettant un grand coup de bulldozer dans sa maison. Voilà, on va le dire comme ça. La meilleure image, c'est ça. C'est vous avez votre maison et on y met un coup de grelinette dedans. Ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Vous allez gueuler. Et au pire, vous allez mourir. Au mieux, vous allez mettre des mois à vous en remettre. Donc voilà. Donc non, le sol, on n'y touche pas. C'est-à-dire que on ne travaille pas le sol. On ne travaille pas le sol. Jamais. Jamais. Le sol, il se travaille tout seul. On ne travaille pas le sol ni avec un motoculteur, ni avec une binette, ni avec une grelinette, ni avec une bêche, ni avec une fourche-bêche, et ainsi de suite. Parce que ça ne sert à rien. À rien. Ça sert juste, si, on peut l'accorder, ça sert juste au jardinier, parfois, à se rendre la vie plus facile, s'il veut planter une motte ou quoi que ce soit. Il fait son trou, il plante sa motte. Oui, on est d'accord. Mais pour la vie du sol, c'est pas bon, c'est négatif. Dès que vous commencez à gratouiller le sol et à modifier sa structure en profondeur, c'est pas bon.
Alors, évidemment, à divers degrés, hein. Entre tout greliner ou tout bêcher et juste faire un petit trou pour mettre sa motte, il y a quand même une différence. Hein. Il y a quand même une différence. Mais sur le principe, c'est la même. Ensuite, donc on ne retourne pas le sol, on ne le travaille pas, jamais. Voilà. Déjà, ça vous fait un boulot en moins. C'est parfait, je trouve. Parce que c'est fatigant, parce que... Et puis en plus, voilà, ça détruit. Donc c'est inutile, ça détruit, c'est pas la peine. Laisse tomber. On ne travaille pas le sol. Et il va se travailler tout seul. Et là, je fais une petite parenthèse sur en vous invitant à regarder la vidéo sur le sol argileux et dur que j'essaye désespérément de creuser au piochon. Rassurez-vous, les plantes, elles sont beaucoup plus fortes que les piochons et elles arrivent à enfoncer leurs racines partout. Partout. Alors, je fais encore une deuxième petite parenthèse, sauf pour les légumes racines, bien entendu, où il faut du sol plus meuble, c'est-à-dire les carottes, les panais, voire un peu les radis. Mais toutes les autres, n'ayez crainte, ça s'enfonce de partout. D'ailleurs, vous voyez les trucs poussés dans le goudron, vous vous demandez comment ça fait, ben voilà, c'est des plantes qui poussent dans le goudron, hein. Elles ne sont pas différentes de vos salades, de vos tomates ou d'autres choses. Il y a même des professionnels qui découvrent après des années que les salades peuvent pousser dans les passe-pieds. Alors c'est vous dire. Donc ne vous faites pas de soucis pour la structure du sol. Par contre, vous pouvez, quand je dis l'entretenir, ça va de pair avec le nourrir, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là où on voit que c'est un organisme vivant, le sol, parce qu'il est constitué de millions d'organismes vivants. Alors, organismes vivants que vous voyez, hein, style les limaces, hein, qu'on ne voit que trop, les escargots, les grillons, les sauterelles, qu'est-ce que je sais encore, les cloportes, les fourmis, les vers de terre, de surface, et ceux que vous voyez jamais, qui sont les plus utiles d'ailleurs, qui sont... ceux qui s'enfoncent dans la terre et ceux qui vous permettent à la terre d'absorber toute l'eau notamment, hein, voilà. Les vers de terre dits anéciques. Donc toutes ces bestioles-là, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il ne faut pas que la terre soit nue. Donc vous voyez, petit à petit, dès qu'on déroule un pan du système, hop, il en découle naturellement un autre. C'est-à-dire, en fait, c'est comme dans la nature. Dans la nature, vous avez des herbes. Dans les herbes, il y a des bestioles. S'il y a pas d'herbe, il y a beaucoup moins de bestioles. Tout simplement. S'il y a plus d'herbe, il y a plus de bestioles. Dans un désert, il n'y a pas grand monde, par exemple. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a que du sable. La terre, c'est un peu la même chose. Si vous la laissez couverte, donc si vous lui permettez de se protéger à la fois du froid et du soleil, c'est que vous lui donnez une chance de plus de vivre, donc d'être vivante. Quand je dis la terre, c'est le sol, hein, c'est pareil. Vous lui donnez une chance de plus d'être vivante et donc de s'améliorer, de s'aggrader, d'évoluer positivement, de devenir une terre de plus en plus fertile, de plus en plus à même de recevoir vos cultures et de les faire grandir harmonieusement. Alors vous pouvez lui donner un coup de pouce, c'est là que je dis où il faut la nourrir. Vous pouvez la nourrir de différentes façons, comme un être vivant, parce que les êtres vivants vont bouffer ce que vous allez mettre, et ceux qui vont bouffer, ça va contribuer à améliorer la terre, et ainsi de suite. Donc, on connaît tous les engrais, hein, vous avez déjà entendu parler d'un engrais. Donc, si ce n'est que là, dans ma façon de voir la chose, l'engrais, il est... ce mot-là, je ne vais pas trop l'employer, mais il est naturel. Hein, c'est-à-dire qu'en fait... c'est soit du foin, parce que le foin c'est équilibré en carbone et azote et qu'il faut que le sol reçoive un apport équilibré en carbone et en azote. Si vous envoyez que de la sciure de bois ou si vous envoyez que de la paille, vous avez trop de carbone et vous avez une fin d'azote, c'est-à-dire que les plantes n'arrivent pas à se développer comme il faut. Vous verrez, les feuilles sont pas très vertes, c'est une fin d'azote, c'est caractéristique, ça m'est arrivé. On sait ce que c'est parce qu'on n'avait plus de tonte de gazon et on a mis que de la paille. Et ça nous a fait mal. La première année, on avait bien trouvé l'équilibre avec de la tonte et un gros paquet de tonte et un gros paquet de paille. C'était nickel. La deuxième année, il ne restait plus que la paille. Et ben, ça a été la cata. Donc, si vous voulez ne pas vous poser ce genre de questions que je vous soumets à l'instant, prenez du foin et vous serez tranquille. C'est équilibré. Vous êtes peinard.
Vous pouvez prendre aussi autre chose, qui est le fumier de cheval. Donc fumier de cheval, en général, ils le donnent dans les centres équestres. Il suffit d'y aller avec une ou deux grosses poubelles, vous les remplissez, ça vous prend 5 minutes et vous en avez pour un bout de temps. Ça, c'est pour que les petites bêtes du sol s'en nourrissent, pour qu'elles le détruisent, pour qu'elles qu'elles l'incorporent, et ainsi de suite. Alors évidemment, petite nuance quand même, dans les fumiers traditionnels, cheval, vache, poule, lapin, mouton, qu'est-ce qu'il y a encore, peut-être j'en oublie, enfin bref, moi je ne connais que la vache, la poule et le cheval. Donc ne me demandez pas le mouton ou le lapin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais pour ce qui est du cheval, c'est quand même plutôt pour les sols un peu lourds, style argile et compagnie. La vache, c'est beaucoup plus pour les sols sableux, légers, donc de la vache. Et la poule, c'est à utiliser avec modération, dilué, mais c'est très bon aussi, mais c'est très violent. Un peu comme l'urine, c'est pareil. C'est de l'azote pur, presque. Donc diluez-le dans un seau, vous mettez ça dans un seau, vous diluez ensuite dans un arrosoir et vous l'utilisez. Mais avec parcimonie, et je vous conseille, si vous l'utilisez pour la première fois, faites d'abord vos tests avant d'en balancer sur toutes vos cultures. C'est mieux, plutôt que de les cramer. Donc voilà, différentes façons de nourrir le sol. Vous avez le foin, donc comme je disais, c'est équilibré carbone-azote. Ça vous permet de pas vous poser de questions, le foin. C'est ça son avantage. Alors c'est vrai qu'il faut le trimballer, il faut acheter 2-3 bottes, il faut se les mettre dans la voiture, il faut en trouver. Bon, c'est vrai. Sinon vous avez la paille et la tonte de gazon, mais là aussi il faut en trouver, il faut se la trimballer, c'est pas gagné non plus. Donc le plus simple, j'ai envie de dire, c'est le foin. C'est le foin qui va se décomposer comme il faut et pour lequel vous êtes sûr qu'il va rien provoquer de néfaste dans votre sol. Donc voilà, le sol. Je répète depuis le début, il est vivant, donc on ne le tue pas avec des pesticides, on ne le tue pas en le retournant, on l'entretient et on le nourrit. Voilà en gros ce qu'est un potager sol vivant. Voilà. Enfin un sol vivant d'ailleurs. Alors c'est pas moi qui ai inventé ça, bien entendu. Après, je suis pas un spécialiste de l'histoire du potager ou des sols vivants, mais j'ai l'impression que quelqu'un comme Jean Pin, par exemple, qui est un Français, est un des précurseurs de ce type de fonctionnement. Jean Pin. Je mettrai le lien de son bouquin. Vous avez également un autre niveau, Dominique Soltner, qui est souvent cité, Gilles Domenech également. Vous avez bien sûr Didier Helmstetter, le jardinier du paresseux, et puis pour les professionnels, mais ce qui s'applique très bien en particulier, pour une partie en tous les cas, c'est les deux grands courants professionnels, les deux chaînes YouTube, Maraîchage Sol Vivant et Vers de Terre Production. Donc là, ça vous balaye un peu l'histoire, un peu le côté contemporain des choses, sachant que si on voulait remonter encore plus avant dans l'histoire, j'aurais envie de vous citer les jardiniers parisiens du 19e siècle, qui ont souvent servi de référence d'ailleurs à des maraîchers contemporains, style Jean-Martin Fortier ou style Eliot Coleman, qui sont canadiens tous les deux. Voilà, donc il y a aussi chez les anciens et dans les pratiques traditionnelles, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne rejette pas tout ce qui est ancien. Donc il y a chez les anciens et les pratiques traditionnelles bien des choses que l'on peut réincorporer dans les pratiques nouvelles, à condition de les adapter à ces nouvelles pratiques de culture. Parce que à l'époque, au 19e, il faut les hygiéner pas et retourner les sols. Mais ils avaient d'autres façons de pratiquer qui, elles, peuvent très bien s'imbriquer dans les nôtres. Et dans la gestion d'un potager en sol vivant. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de la question des lectures qui peuvent être les vôtres. Jean Pin, Dominique Soltner, Gilles Domenech, Didier Helmstetter, pour les principaux, et puis les chaînes YouTube, Maraîchage Sol Vivant et Vers de Terre Production, si vous avez vraiment envie
d'approfondir, c'est le cas de le dire, les choses au niveau technique notamment. Hein. Parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et parmi donc les composantes de ce maraîchage sol vivant ou de ce potager sol vivant, donc non-destruction, entretien, nourrissage, et puis également protection. Protection, alors la protection c'est quoi? La protection, parce que dans la nature, la terre elle est jamais nue. Hein. Ça c'est une invention de l'homme, de faire des champs nus pour des questions sans doute techniques de récolte industrielle ou psychologiques par rapport aux mauvaises herbes, soi-disant mauvaises herbes, mais dans la nature, rien n'est nu. C'est bien pour une raison, c'est que si c'est nu, ça meurt. Si c'est nu, c'est le désert. Donc si c'est nu, c'est pas vivant. Donc il faut pas laisser son potager sol nu. Ah, c'est plus compliqué, parce que là, on va dire que chacun a un peu la sienne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a le paillis. Alors le paillis, c'est le mot général pour dire qu'on met des choses sur le sol. Hein. Donc vous pouvez avoir un paillis de paille, un paillis de fumier, vous pouvez avoir un paillis de terreau également, parce que le terreau est aussi un paillis, vous pouvez avoir un paillis de foin, vous pouvez avoir un paillis, en ce qui me concerne, c'est souvent le cas, de mauvaises herbes, un paillis de culture, vos cultures peuvent constituer également un paillis aussi. Donc voilà, il y a différentes façons de recouvrir le sol, sachant que j'emprunte un technicien agricole, une formule que je trouve excellente, sol nu, sol foutu. Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Sol nu, sol foutu. Alors, c'est vrai que si vous lui balancez de l'engrais à mort, le sol, il va continuer à donner. Mais il s'appauvrit au fil du temps. Donc, on n'en parle pas de ça. Mais on va parler d'un sol qu'on entretient et qu'on couvre et qu'on protège et qu'on nourrit. Donc, la protection, c'est à vous de choisir. Hein. Chacun son école. Moi, je m'en fous un peu. Hein. La façon dont vous voulez faire, sachant que moi je trouve que le foin et les herbes sauvages, hein, pour les appeler comme ça, c'est le mieux. Voilà, c'est le plus simple et c'est le mieux. C'est le moins fatigant, c'est le moins complexe à gérer, et c'est, à mon avis, le plus nourrissant. Oui, aussi avec le fumier de cheval, bien sûr, bien sûr. Donc on va dire ces trois-là. Hein. Mais je parlais des choses qui se voient en surface. Le fumier de cheval, ça se voit pas trop en surface parce que c'est vite recouvert par les cultures ou par la nature ou par le foin. Donc voilà. Alors après, ça dépend de vos approvisionnements. Vous pouvez aussi mettre du compost qui est en fait du terreau de décomposition de déchets verts que vous trouvez dans les déchetteries, hein, qu'en général ils donnent aussi, hein, ou ils vendent pour pas grand chose. Mais tout ce qui peut recouvrir le sol, si vous voulez. Et de préférence, moi j'ai plutôt quand même une préférence pour une surcouche, c'est-à-dire même si je mets du compost, j'en mets pas, mais si je mets du fumier de cheval, dessus je mets du foin, ou dessus je laisse pousser les adventices, ou je mets de la culture dense, ou un peu tout à la fois. Sachant qu'à mon avis le meilleur compromis c'est fumier de cheval, foin, culture et adventice, vous voyez, carrément c'est total. Voilà, si moi c'est plutôt ça qui je trouve est le plus serait le plus adéquat et le plus performant. Et j'aimerais dire quelle que soit la culture, parce que tout traverse le foin, donc bon, après c'est à vous de jouer sur l'épaisseur, voilà. Alors quand je dis foin, encore une fois, voilà, paille et tonte, ça va, mais ne mettez pas paille tout seul, quoi, voilà. Donc pensez bien à une chose, c'est que ce sol est vivant, et comme toute chose vivante, voilà, le fumier de cheval, les crottes, elles sont vivantes, hein. Je peux pas vous le dire, hein. Donc il faut être aussi réaliste, hein, par rapport à la nature, hein. C'est pas un truc inerte qu'on manipule en gants blancs, hein. Donc faut remettre les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Donc c'est vivant, hein, c'est vivant. Et on en prend soin, hein, on en prend soin, c'est-à-dire que tout ce qui vit là-dedans est le bienvenu, que ça soit les limaces, mais ça j'y reviendrai, parce que c'est sûr que les limaces elles sont chiantes des fois, les escargots, les grillons.
les araignées, les fourmis, et compagnie, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Voilà. Parce que, en fait, si vous voulez, plus vous avez un truc équilibré et foisonnant, plus tout ça, il peut pas y avoir de déséquilibre. Le déséquilibre, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le créons en enlevant, en faisant un sol nu. Donc du coup, il n'y a plus qu'une seule espèce qui peut survivre. La prédatrice ou le prédateur de l'espèce qui survit, lui, ne survit pas dans un sol nu. Enfin bon, voilà, on fout le bordel. Alors que le mieux, c'est de laisser faire le maximum. Le maximum. Je dis bien le maximum parce que faut pas oublier, jamais oublier que le potager est un truc artificiel. Hein. Ça, on va pas pouvoir l'éviter, hein, cette notion-là. Hein. C'est l'homme qui le fait, hein, voilà. Et c'est pas la nature qui fait le potager, hein, que ce soit bien clair. Mais bon, dans cette gestion humaine, on peut au maximum laisser la nature s'exprimer. Voilà. C'est comme quand moi je laisse pousser les herbes sauvages ou les adventices ou ce qu'on appelle les mauvaises herbes, je les laisse pousser jusqu'à un certain degré. Je m'en sers, si vous voulez, c'est un auxiliaire pour moi. C'est pas je me laisse déborder, c'est je m'en sers soit pour une protection, hein, parce que ça protège, soit parce que ça permet à la vie de foisonner, soit parce que ça fait du frais, soit parce que ça fait de l'ombre, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand j'en ai plus besoin, je les coupe. Je les remets au ras du sol. Quand il y a des plantules de tomates qui font 4 cm comme en ce moment, il n'est pas question que ça déborde dans tous les sens, hein, et que ça fasse des ponts pour les limaces pour qu'elles viennent me bouffer mes tomates. Donc là, je ratiboise, et puis après la tomate va grandir, et en même temps que la tomate grandit, les herbes grandissent. Si les herbes grandissent plus vite que la tomate, je les coupe encore une fois pour qu'elles grandissent moins vite que la tomate. Et une fois que la tomate elle est grande, ou le chou, ou le pois, ou tout ce que vous voulez, ça, les herbes en tout, on s'en fout. Au contraire, elles tiennent la fraîcheur. Il peut y avoir 10 degrés d'écart entre le sol l'été et 1 mètre plus haut. Hein. 10 degrés, c'est énorme. Mais ça, ces 10 degrés, vous les avez sans rien faire. Vous vous rendez compte, sans rien faire. C'est le top, ça. Vous avez des herbes qui travaillent pour vous et qui vous maintiennent tout au frais. Vous avez beaucoup moins besoin d'arroser. Et en plus, les plantes sont au frais. Alors, qu'est-ce que vous voulez espérer de plus? Donc tout ça pour dire qu'il faut se servir du sol aussi avec ses avantages, pas penser que ce ne sont que des inconvénients. Non, toutes les bestioles qui sont dans le sol participent d'un équilibre. Alors c'est vrai que des fois les limaces, mais on y reviendra, sont un peu plus envahissantes que les autres. Et surtout, elles vous bouffent des plantes qui font 2 cm. C'est ça le problème. Quand les plantes font 1 mètre, en général, on n'a plus trop de problèmes. Quand les plantes font 10 cm, c'est plus compliqué. Après, vous pouvez aussi vous protéger. Ça, c'est sûr que le papillon qui va venir pondre dans votre chou, si vous faites pas gaffe, il va y avoir du dégât. Ou les gendarmes qui viennent bouffer vos choux, il peut y avoir du dégât. Bon, là, ça fait partie du jeu du chat et de la souris, j'ai envie de dire. Et si vous mettez pas d'insecticide qui va vous fracasser tout ce qui est bon et mauvais ou tout ça, il faut protéger. Bon, oui, ça c'est le jeu, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire comme ça, il faut protéger. Mais c'est pas bien compliqué en général. C'est plus facile de protéger que de détruire, d'ailleurs. Hein. Réfléchissez bien à ça, c'est beaucoup plus facile de protéger que de détruire. Si vous commencez à réfléchir à protection, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que destruction. Parce que je parle de limaces, c'est chiant ça. Vous mettez des granules, ok, mais dès que vous arrosez, les granules, il faut en mettre. C'est un truc de dingue. Déjà, vous empoisonnez plus ou moins votre sol à terme, même si c'est bio, bref. On sait jamais qui c'est qui veut les becter, ces trucs-là. Et puis, de toute façon, même sans parler de toxicité, vous parlez de praticité, c'est chiant. C'est chiant. Je suis désolé, c'est chiant. À chaque arrosage, ça c'est mort, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut en remettre à chaque arrosage. Donc, bon, bref. Moi, je suis plutôt partisan des solutions de protection que des solutions de destruction. Je crois que c'est beaucoup moins fatigant. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour de la question. Entre toutes ces notions de sol vivant et d'équilibre biologique, hein, c'est ça, un sol vivant, c'est un équilibre biologique, hein, entre toutes les bestioles, dessus, dessous, et un peu en l'air, puisque il y a quand même des bestioles qui viennent butiner, hein, pour polliniser nos cultures, donc c'est utile.
C'est pareil, si vous balancez de l'insecticide pour tuer des pucerons, les abeilles qui vont venir derrière, ça va peut-être pas leur plaire. Hein. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout, il faut penser à tout. Ouais, vous tuez votre puceron, mais l'abeille, elle reviendra pas. Ou alors elle viendra, elle meurt. Enfin bon, bref, c'est une tuerie, c'est le cas de le dire. En tournant rond, là. Donc moi j'essaie de me poser le moins de questions possible de ce style-là, et savoir qui va avec quoi et quel type de produit il faudrait. Non, c'est bon, laisse tomber. Vous laissez faire la nature et vous protégez quand c'est nécessaire de protéger, parce que je suis tout à fait réaliste. Des fois, il faut protéger. Voilà. Et on s'en sort très bien. Hein. Franchement, on s'en sort très bien. Alors, il peut y avoir des moments plus difficiles que les autres. Mais quand vous protégez, vous avez aucun souci à vous faire. C'est-à-dire que quand vous protégez, c'est protégé. C'est protégé une fois, c'est protégé pendant 10, 15 jours, 3 semaines. Voilà, point. Si vous commencez à détruire, vous êtes obligé de détruire tous les 3 jours. Hein, ou tous les 5 jours. C'est un enfer même pour le jardinier. Et vous vous rendrez compte d'ailleurs que selon des planches, il y en a où il y a par exemple plus de limaces ou moins de limaces. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. C'est là où l'observation sont très importantes. Quand vous allez dans vos planches, il y a de la bestiole, ça balade, il y a toujours des choses à voir. Voilà, c'est vivant. C'est un truc qui évolue sans cesse et qui est en perpétuelle évolution, tant du point de vue de vos cultures que du point de vue de la nature. Donc c'est une bonne conclusion et une bonne synergie entre vos cultures et la nature. Voilà ce qu'est un potager sol vivant.